Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle émission réalisée avec l'équipe du CK qui s'appelle L'origine de nos mots. Cette émission aura pour but de plonger dans notre histoire commune, à nous les Africains, pour traiter les problèmes qui sont de l'ordre de notre passé. Aujourd'hui, nous allons traiter la question de la colonisation du Congo. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Étant originaire du Congo, je vais m'attacher à essayer d'expliquer et de faire comprendre certaines choses qui nous sont arrivées dans le passé, qui définissent notre futur aujourd'hui et notre présent. Vous allez suivre un documentaire sur la colonisation belge et plus particulièrement sur les horreurs que le roi Léopold II de Belgique a commis sur les terres congolaises. Après cette émission, ce reportage ou ce documentaire, vous regarderez et on analysera certaines situations et certains faits. Et je pense que après ça, certains n'auront plus du tout la même image qu'ils avaient de la Belgique. Donc suivez cette émission et à tout à l'heure. À la fin du 19e siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessein sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du 19e siècle ont été ignorées durant près de 100 ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. Les scènes insoutenables dont j'ai été témoin et mon impuissance à pouvoir venir en aide aux opprimés m'ont fait regretter d'être en vie. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan en leur défaveur resterait terrifiant. 3 jours plus tard, nous sommes retournés dans notre village. Nous avons découvert des cadavres. Nous avons vu, accrochés à un fil tendu entre deux piquets, des organes génitaux.
au lieu d'un procès et d'une pendaison, on réinvente Léopold en grand humaniste et civilisateur. Elikiam Bokolo, historien congolais, est convaincu que la vérité sur les crimes de Léopold a été délibérément cachée, afin de protéger la Belgique et les intérêts belges au Congo. Ce film montre en détail les charges qui pèsent contre le roi Léopold II et révèle une dissimulation d'une ampleur sans précédent. Les témoignages des richesses accumulées par Léopold se retrouvent partout à Bruxelles et dans des proportions monumentales. Pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance, Léopold II fait construire le parc du cinquantenaire, devenu une des icônes de l'identité nationale belge. Le parc du cinquantenaire est un symbole très puissant de la Belgique, de sa fierté. Le roi l'a financé avec son propre argent, bien qu'il ne l'ait jamais dit ouvertement, car cela aurait été une preuve qu'il était très riche. On aurait fini par lui poser des questions sur la provenance de cet argent, et il aurait été contraint d'admettre qu'il provenait du Congo. Le cinquantenaire symbolise donc ce mensonge sur la Belgique et l'implication royale dans la politique et l'exploitation coloniale. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Le musée royal d'Afrique centrale est également construit par Léopold II et financé avec les richesses tirées du Congo. On y découvre l'Afrique vue par Léopold. Le musée est avant tout conçu comme un hommage. Hommage au roi qui offre à la Belgique une colonie. Hommage aux pionniers morts en réalisant les désirs du roi. Sur une plaque, la conquête blanche est mythifiée en mission de bienfaisance. La Belgique apporte la civilisation au Congo. On m'accuse d'avoir fait fusiller un indigène, ligoté à un arbre. Je suis également accusé d'avoir mené une attaque contre un village, au cours de laquelle beaucoup de Noirs ont été tués. On m'accuse d'ailleurs, ainsi que 5 autres Blancs, d'avoir tué 150 personnes, d'avoir pendu en forme de croix des femmes et des enfants, ainsi que d'avoir coupé les organes génitaux et les têtes d'hommes pour les attacher aux palissades. Il ne fait aucun doute que des faits absolument inacceptables et même scandaleux se sont produits dans l'État indépendant du Congo, sous le règne de Léopold II. Il faut toutefois replacer la situation de l'époque dans son ensemble. Aucune des nations colonialistes n'était tendre. Aucune d'elles n'avait une approche humaine. Il suffit de voir ce que les Britanniques, les Français, les Hollandais qui ont inventé l'esclavage et les Allemands ont fait. Ce n'est pas une période dont nous pouvons être fiers, mais il faut la replacer dans son contexte historique. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident, et en particulier au service du roi Léopold II.
Le Congo de Léopold II est un État-prison. Les Africains sont privés de droits, de justice, de liberté. Ils sont exploités pour assouvir la cupidité d'un roi. La fin justifie les moyens, surtout quand il s'agit d'amasser des richesses. À des milliers de kilomètres de la souffrance, un roi exulte en comptant son or. Léopold tient le Congo un quart de siècle sous sa coupe. Un an avant sa mort, le territoire est transféré à l'État belge qui, très reconnaissant, le tient sous son contrôle jusqu'en 1960. Et c'est ainsi qu'au cœur de l'Afrique noire, la Belgique réalise le rêve d'un grand roi. Un homme va permettre de réaliser cet objectif. Henry Morton Stanley. Après une adolescence en maison de correction, il devient l'explorateur le plus célèbre de son époque et l'un des plus impitoyables. Son expédition pour traverser l'Afrique d'est en ouest est la plus dispendieuse de tous les temps. En arrivant par l'est, Stanley pénètre, pour ainsi dire, par la porte arrière, au Congo. Il est le premier Européen à traverser le continent noir. Il parcourt 11 000 km à pied et en pirogue. Léopold est conscient que si Stanley réussit, le Congo sera accessible. Stanley est chargé d'obtenir coûte que coûte la signature des chefs indigènes. Les hommes de Stanley versent des pots de vin ou agissent par ruse pour obtenir l'assentiment des chefs congolais. Ils prétendent même que l'homme blanc a le pouvoir sur le soleil. La destruction des symboles ne suffit cependant pas pour effacer plusieurs générations d'occupation étrangère. On a Léopold, roi Léopold. Ah, oui. Il y a ça là qui Adraki mokonzi monene, c'était un Belge oyo a colonisé biso aw. Donc biso na ye toza likambo. Bon, azano kona biso ye nde moto aleki colonisation na biso nde moto aleki biso civilisation ezali ye. Léopold écrit un jour: un peuple qui se contente de sa patrie et qui craint l'ombre d'un conflit n'a pas les qualités d'une race supérieure. Un officier belge chargé de capturer un chef est parti avec 50 à 60 hommes. En fouillant les cases pour les piller, les hommes découvrent une mère et sa fille qui n'ont pas eu le temps de fuir. Elles sont amenées à l'officier qui leur demande où se cache le chef. Les femmes l'ignorant ou ne voulant pas trahir, l'officier ordonne de les attacher au sol et un soldat loyal administre 50 coups de chicotte à chacune d'elles. La flagellation continue et chacune reçoit 200 coups de fouet. Elles sont abandonnées là, agonisantes, après qu'on leur a coupé les seins. Pour tirer un maximum de richesse de sa nouvelle possession, Léopold augmente sans cesse la violence. Les villageois se voient imposer des objectifs monstrueux. Le moindre refus ou l'incapacité à atteindre les quotas fixés donne lieu à de terribles châtiments. Le règne de la terreur est ouvert. « 10 avril 1895. 6 indigènes tués. Village livré aux flammes. Déjeuner, puis retour. 17 avril 1895. Parti avec 80 hommes pour Baouro. Une quinzaine de personnes tuées. 25 avril. Arrivé à Iteke. Brûler le village ainsi que Yambi. Ilongo. Brûler le village et tuer un indigène.
Arrivé à Bakolo à 16h, brûlé. Arrivé à Yabumba à 11h40, je fais brûler le village. Arrivé à Likombe à 3h, tout à coup nous sommes attaqués. 2 soldats sont tués à côté de moi. Après quelques instants d'une fusillade bien nourrie, les indigènes prennent la fuite en laissant 13 des leurs sur le terrain. Je fais mettre le feu aux cases. « 8 juin. Je me dirige ensuite sur Yamapete. Je fais incendier le village. Après un bon déjeuner, nous rentrons en triomphe à Bazoko, avec nos sanglants trophées. 10 juin, nous trouvons Yambisi. Nous envoyons plusieurs groupes de soldats battre la plaine. Ils reviennent quelques heures après avec 11 têtes et 9 prisonniers. « 22 juin. On nous amène 3 prisonniers dans la matinée. 3 autres vers le soir et 3 têtes sont apportées. Un homme de Bomané parcourant la forêt en appelant un grand cri sa femme et son enfant égarés reçoit une balle d'une de nos sentinelles. On nous apporte sa tête. Jamais j'ai vu une telle expression de désespoir, d'effarement. Nous faisons incendier Yambisi. En 1885, les grandes puissances réunies à Berlin reconnaissent la rive gauche du fleuve Congo comme une zone commerciale internationale, propriété du roi. Aucun Africain n'est convié. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. La conférence accorde à Léopold tout ce qu'il demande. La façon dont le roi Léopold a réussi à duper les grandes puissances à l'époque est tout à fait remarquable. Il leur avait promis que l'accès au commerce serait libre et que si des bénéfices étaient réalisés, ils profiteraient à tous. Certains pays se sont mordus les doigts de lui avoir accordé tout ce qu'ils voulaient, mais il était trop tard. Alors que je traversais le fleuve, j'ai vu des cadavres accrochés à des branches et qui pendaient dans l'eau. J'ai détourné le visage de cet horrible spectacle. Un caporal indigène qui nous suivait me dit « Oh, ce n'est rien ». Il y a quelques jours, je suis revenu d'une expédition et j'ai remis aux Blancs 160 mains, qu'ils ont aussitôt jetées dans le fleuve. À la même époque, j'ai vu un villageois assassiné devant mes yeux. Le soldat indigène m'a dit « Ne vous laissez pas abattre. Il nous tue si on ne livre pas de caoutchouc. » Le commissaire nous a promis que plus on ramènerait de main, plus notre service serait raccourci. Je leur en ai apporté tellement que mon service devrait bientôt se terminer. Les soldats noirs de Léopold ont l'ordre de couper la main droite des cadavres. Ils reçoivent chacun un nombre déterminé de cartouches avant chaque expédition. Afin de prouver aux officiers blancs qu'ils n'en ont pas gaspillé, ils doivent rapporter une main coupée pour chaque cartouche utilisée. Maboko ana kukata awa oyo bakata liboso kukata maboko awa. Bongo bitumba
oyo bamindele bamemaki wana bino bobundaki na bango to obunda mindele ozwa makasi wapi makasi ute pale mindelo ya kautu bazalaki mpenza bato mabe mabe nde mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyali likambo monene bongo wana bazosenga bomemelaka bango kautu ntango nyonso kautu tomonaki mpasi mpenza. Dans chaque unité, des soldats sont désignés pour fumer les mains afin de mieux les conserver. Ces dernières sont ensuite apportées aux officiers pour qu'ils constatent que les cartouches ont bien servi à tuer. Le 14 décembre 1895, M. Schöblom, Mme Banks et moi-même avons aperçu un garde avec un panier rempli de mains fumées. Nous avons demandé au garde de nous montrer combien il en avait. Il les a sortis du panier et les a alignés sur le sol. Il y avait là 18 mains droites d'hommes, de femmes et d'enfants. Le garde a voulu battre la femme qui portait le panier pour lui, car il prétendait qu'il y avait 19 mains et qu'elle en avait égaré une. Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs ? Une lettre confidentielle transmise par un officier de la cour au chef de l'exécutif de l'État indépendant du Congo révèle que Léopold est profondément irrité de se voir critiqué pour les cruautés perpétrées au Congo. Mais le roi poursuit en écrivant « Je sais que des atrocités se commettent au Congo. Il est inutile d'essayer de nier. » On a tout lieu de penser qu'il était au courant. Peut-être pas de tous les détails, mais il savait que le système mis en place pour exploiter le caoutchouc avait d'horribles conséquences. Alors Léopold considérait-il cela comme horrible? Sans doute pas. Il devait se dire que c'était le prix à payer pour le développement économique. Il ne s'en souciait guère. Ce qui comptait pour lui, c'était les bénéfices qu'il en tirait. Les hommes blancs sont arrivés avec les soldats afin de nous faire la guerre. J'ai fui avec mon petit garçon sur les épaules. Une balle a sifflé à mes oreilles. Elle ne m'a pas touché, mais je suis tombé par terre. Je me suis relevé et j'ai laissé l'enfant afin de courir plus vite. Lorsque je suis revenu, il était dans les bras de mon frère. On lui avait coupé une main et un pied. J'ai pris soin de lui. Le caoutchouc du Congo est livré dans le port d'Anvers. Selon la légende, la ville tire son nom d'un géant dont la main droite fut coupée et jetée dans l'Escaut par un soldat romain. À Anvers, on fait rarement le rapprochement entre le symbole de la ville et les mains coupées au Congo. Comme si les crimes dans ce pays étaient oubliés, ou pire, n'avait jamais existé.
Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait boler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. Après avoir suivi cette émission, je pense que beaucoup d'entre vous vous interrogez sur des questions, je pense, qui doivent être prioritaires. La première question est celle de respect, de dignité. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que la Belgique a fait au Congo, est-ce que ce pays-là respecte les Congolais? Je pense qu'on peut mettre un point d'interrogation. Parce qu'en sachant, en voyant tous les crimes commis par la Belgique, et particulièrement par le système placé par le roi Léopold II, on peut se poser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, malgré les nombreuses demandes de reconnaissance du génocide de la Belgique envers le Congo, les autorités belges continuent toujours à faire la sourde oreille. Et cette chose-là, en fait, n'aidera pas dans le futur à arranger les relations qu'il y a entre la Belgique et le Congo. En sachant tout ce qui s'est passé, aujourd'hui nous voyons, on est spectateurs de l'histoire. On vit en Occident, du moins pour ma part je suis en France. On voit de la manière dont la France a traité la question de sa participation à la Shoah. Le fait d'avoir déporté des Juifs, d'avoir dénoncé, peut-être que les Français eux-mêmes n'ont pas tué les Juifs, mais le fait d'y avoir participé fait qu'aujourd'hui, que la France continue à payer pour ces mêmes Juifs par rapport à leur action menée contre eux. Mais nous autres aujourd'hui, Congolais, avons été déportés dans notre pays, massacrés, on nous a coupé des mains, on a kidnappé nos femmes, on a pillé nos terres. Et malgré ça, la Belgique ne nous témoigne toujours pas de respect. Est-ce que dans un futur proche, les générations futures du Congo qui verront ces images-là, devront-elles rester insensibles ou devraient-elles réagir par rapport à ces choses-là? C'est une question que je vous pose et c'est une question aussi que je me pose. Mais je pense que moi, j'ai déjà une petite réponse dans ma tête. Et suite à ces choses-là, on a un tournant de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, bon nombre de Congolais, depuis que le mouvement des combattants est sorti et est né, beaucoup de Congolais s'interrogent sur leur avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup en veulent à la Belgique par rapport à son comportement de... Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, mais le fait que la Belgique ne reconnaisse pas son tort ou ses torts qu'elle a fait à un peuple, du moins grâce auquel elle s'est enrichie. Parce que vous avez vu les images à certains moments, certains monuments, certaines grandes bâtisses belges ont été financées grâce à l'argent du Congo. Ça, c'était déjà, on vous a montré certaines bâtisses qui ont été bâties lors de l'État indépendant du Congo. Non pas quand la Belgique a colonisé après, derrière le Congo, après que le roi Léopold II ait cédé la Belgique, ait cédé le Congo, excusez-moi, à la Belgique. C'est pour vous dire que si nous autres, Africains, n'analysons pas notre histoire pour comprendre les situations dans lesquelles on vit aujourd'hui, on sera amené à revivre ces mêmes histoires.
La Belgique a tué plus de 10 millions de personnes au Congo. Pratiquement la moitié d'un peuple. Et elle n'a jamais osé faire un mémorium de repentance par rapport à ses crimes passés. La famille royale belge, jusqu'à aujourd'hui, malgré, parce que je pense que c'est une connaissance qu'ils doivent avoir au niveau de leur famille, cette connaissance-là, ils n'ont jamais daigné à faire des excuses publiques ou faire un geste envers les Congolais par rapport au massacre de leurs aïeux, mais pas seulement, aussi de la colonisation qui a été aussi une colonisation qui était très brutale envers nous. Donc moi, je pose la question à tous ceux qui verront cette émission-là. Doit-on dans le futur continuer à avoir des relations avec la Belgique en sachant tout ce qu'ils nous ont fait? Doit-on être toujours amnésique? Doit-on toujours pardonner ceux qui nous ont fait du mal et qui n'ont jamais reconnu leur tort? Je ne sais pas. Peut-être que le syndrome de Stockholm nous a atteint plus qu'on ne le pensait. Peut-être que c'est ça. Alors moi je pose à la jeune génération congolaise, que comptez-vous faire dans l'avenir? Et je pose encore cette question-là aux Congolais qui vivent en Belgique, qui ne se mobilisent pas par rapport à tout ce que ces gens-là ont fait. Ils nous ont coupé les mains. Après nous avoir coupé les mains, ils en ont créé une industrie de chocolat où ils vendaient des mains en chocolat après avoir fait du tort à nos ancêtres. Doit-on oublier? Je pose la question aux Congolais de Belgique parce que j'ai l'impression que cette question-là ne les intéresse pas vraiment au plus haut point. Alors que c'est des questions que je pense qui doivent être capitales et qui doivent être mis un jour ou l'autre sur la table où on doit en discuter. Soit pour crever l'abcès avec la Belgique, si elle fait preuve de bonne foi bien sûr, parce que nous autres qui sommes l'avenir du Congo de demain, n'oublierons pas ces méfaits-là. Ça veut dire que si la Belgique veut continuer à entretenir de bonnes relations avec le Congo, elle devra se repentir de ses actes commis passés. Si elle ne le fait pas, nous les contraindrons à le faire. Et si malgré ça, ils ne veulent toujours pas, nous serons obligés tôt ou tard de couper les ponts. Soit de fermer l'ambassade de la Belgique, ou tout commerce, ou toute personne étant originaire de ce pays-là. En connaissant un minimum le Congo, on sait qu'il y a des familles belges qui sont implantées depuis la colonisation et qui sont enrichies monumentalement et jusqu'aujourd'hui elle vit toujours au Congo. Comme par exemple la famille Forest, qui est un grand exploiteur de cuivre du Congo depuis les années 1920. Que devrons-nous faire si la Belgique ne reconnaît pas ses torts envers le Congo? C'était le pays qui a commis le plus de massacres lors du XXe siècle. On nous parle souvent de l'armée nazie de Adolf Hitler, mais beaucoup de gens oublient que le roi Léopold II de Belgique a fait bien pire que Adolf Hitler. Sauf que la différence que nous autres avons eue avec les Juifs, c'est que nous n'avons pas, peut-être pas la bonne couleur. S'il y aurait eu 10 millions d'Européens ou de Blancs qui seraient fait tuer quelque part dans le monde, je pense qu'on entendrait matin, midi, soir. On nous en ferait des films chaque année. Chaque mois, on verrait des documentaires là-dessus. Mais nous, qui avons été tués lors de la colonisation belge, pratiquement 10 millions, plus que la Shoah, qui a fait, on estime, entre 5 millions et 6 millions de victimes. Nous, on a eu plus de 10. Et silence total de la part de la Belgique, silence total de la part des instances européennes, occidentales, comprennent qui pourra. Cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, pour en revenir
Aujourd'hui, nous autres n'allons plus oublier, nous n'allons plus être amnésiques comme certains de nos anciens. On va traiter tous les problèmes de fond que la colonisation nous a impactés dans nos esprits. Si aujourd'hui, une bonne partie de notre peuple est aliénée, c'est dû à cause de la colonisation. On devra aussi soulever certaines questions, comme je vous l'ai dit, qui ont été apportées lors de la colonisation, comme les spiritualités apportées lors de la colonisation. Pourquoi est-ce que cela a été-il apporté chez nous? Je parlais par exemple du christianisme. Pourquoi est-ce que le colon est venu à une époque où il voulait se faire des sous sur notre dos? Pourquoi nous amène-t-il une religion soi-disant qu'on nous délivrait? On doit se poser la vraie question. Est-ce que les religions que les Blancs nous ont apportées sont là pour la repentance de l'homme noir? Comment vivions-nous avant que ces gens-là arrivent avec leurs dogmes? C'est une question que les jeunes générations doivent se poser. Je ne suis pas là pour faire critiquer l'action, mais je prends des faits. Et comme ce pays-là est le pays de mes ancêtres, je suis obligé de la traiter. Ça veut dire que j'aimerais aussi d'un côté que les autres pays africains en fassent de même avec leur pays. Que ce soit le Cameroun avec le génocide des Bamileke, juste après l'indépendance du Cameroun, que ce soit la Namibie avec le génocide que les Allemands ont fait sur eux, que ce soit Haïti avec ce que la France a fait après l'indépendance de Haïti et bien d'autres pays. Les Africains, il est temps que nous autres nous intéressions de plus près à notre histoire et essayons de régler ces histoires-là pour nos générations futures. Parce qu'aucun peuple ne pourra bâtir son avenir s'il ne connaît pas son passé. C'est un ordre primordial. Merci de m'avoir suivi. Et dans pas longtemps, nous ferons un nouveau point et une nouvelle émission qui traitera encore d'autres problèmes sur les origines de nos mots. On passera par la colonisation, on passera même bien avant la colonisation et on traitera des questions qui sont nôtres. Merci à vous et au revoir.